L'impact de l'endettement sur le développement dans le monde, c'est le sujet qui nous réunit ce jour dans ce tout autre numéro de votre émission Gestion de l'économie mondiale. En effet, les différents ratios d'endettement demeurent très élevés dans le monde actuellement. Lorsqu'on fait une analyse pays par pays, elle suit la même trajectoire. Mais qu'est-ce qui pousse les individus au pays à s'endetter? Est-ce pour des besoins personnels ou pour des besoins axés sur le développement des pays de la planète? N'y a-t-il pas d'autres modèles appropriés en matière de développement économique, financier, voire social? Monsieur Nozan Faustin va nous entretenir sur ces points. D'abord, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, c'est tout un plaisir d'être en votre compagnie. Monsieur Nozan Faustin, il est économiste et expert en intelligence économique, administrateur des services financiers Options Trésor, spécialiste et expert en matière de balance des paiements, expert évaluateur national formé par le GIAB en collaboration avec le GAFI. Merci d'être là. J'espère que je n'oublie pas un titre. La liste est longue, on dirait. Mais l'appétit vient mangeant. Oui, il faut le dire. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui intéresse bien de personnes, l'endettement. D'abord, qu'est-ce que c'est que la dette? La dette, on va donner une définition tout à fait simple. Ok. C'est le fait d'obtenir un prêt que vous avez demandé, bien sûr, auprès d'une personne physique ou alors morale. Morale, c'est une institution financière. Et dans le but de réaliser une consommation, c'est-à-dire un prêt destiné à la consommation ou alors à l'investissement. Voilà ce que c'est qu'un endettement ou la dette. D'accord. Et quel est l'état actuel de la dette dans le monde? Et puis, singulièrement en Afrique. Oui, en 2024, le niveau a été historique. Et près de 318 000 milliards de dollars US, soit 237% du PIB mondial. Voilà, ça ce sont les deux dettes réunies. Okay. La dette publique et la dette privée. Alors quand on retranche la dette publique de ce montant, qui est assez important, quand on retranche, j'avais dit la dette privée de ce montant qui est assez important, on a une dette publique qui s'élève à près de 100 000 milliards de dollars US, soit 93% du PIB mondial. Dans le monde? Oui. Et qu'en est-il de l'Afrique? L'Afrique, nous sommes encore en dessous de ce montant. Et le taux d'endettement au niveau de l'Afrique s'élève à près de 63,20% en 2024. Okay. Et c'est dire qu'on n'atteint pas encore le sommet. Ce sommet qui est représenté par près de 93% du PIB mondial. Là, on parle de l'état actuel de la dette dans le monde. On va passer en revue quelques taux au niveau de certaines puissances. Qu'en est-il des États-Unis, la Chine et la France? Ah oui. Bon, au niveau de la dette des USA, elle s'élève à plus de 35 000 milliards de dollars US. Plus précisément, 35 295 000 milliards de dollars US, soit 121%. Du PIB des États-Unis d'Amérique. On va dire un peu que c'est énorme. Voilà. Et puis, on pourrait même parler aussi du PIB lui-même. Il est supérieur à un peu plus de 27 000 milliards de dollars. Vous voyez donc la différence. Effectivement. Ce qui fait que le taux d'endettement est à près de 121% du PIB. Quant à la Chine qui vient toujours en deuxième position, par rapport aux États-Unis, bien sûr. Et la Chine, elle est à 88,3% de son PIB. Mais là-bas, en Chine, le déficit budgétaire, il n'est que de 3% du PIB. Et la dette, au total, au niveau de la Chine, s'élève à près de 11 400 milliards de dollars US. Vous voyez bien qu'entre la Chine et les États-Unis, il y a une grande différence. Qu'en est-il de la France? Oui, la France, c'est près de 113% du PIB, soit une dette de 305,3 milliards d'euros. Voilà, donc, et là-bas, le déficit public s'élève à près de 5,8%.
Il est un peu plus important en France qu'en Chine. Et pour l'Union européenne, on peut aller un peu plus loin. C'est près de 81% du PIB au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne regroupe tous les pays membres de l'euro. Voilà. Donc, quand on les prend individuellement, il y a certains qui ont plus de 100%, comme la France. Mais dans un cadre un peu plus général, on dira que l'Union européenne a un niveau de 81% du PIB. Et on n'oublie pas le Japon également, qui a un taux assez important. Hein. Ouais, pour le Japon, c'est différent. Okay. Et ils vont à plus de 250% du PIB. Et c'est énorme. Mais le Japon n'avait pas ce niveau-là il y a quelques années. Et c'est en fonction des politiques économiques et financières qui ont été prônées par ce pays-là qu'il a atteint 250% au moins du PIB. Alors, quel genre de politique économique et financière? C'est surtout les politiques de relance. Okay. Vous savez que quand on fait une politique de relance, généralement, on table sur l'investissement. Ou alors, ça peut être même une politique de relance qui est axée, c'est toujours l'investissement sur la planche à billets. La Banque centrale décide, par exemple, d'injecter une masse monétaire en circulation dans le pays pour, comme je l'avais dit la dernière fois, libérer le crédit. Et en libérant le crédit, cela permet aux opérateurs économiques de s'endetter et donc d'augmenter les investissements. Et vous savez que quand les investissements augmentent, cela a une répercussion assez importante sur le niveau de la consommation. D'accord, nécessairement, dans le prolongement, nous allons passer en revue le taux au niveau de quelques pays africains. Mais déjà, qui sont ceux qui s'endettent? Est-ce les ménages, les États? Est-ce également les agents à besoin de financement? Oui, mais je voudrais d'abord terminer ce que je suis en train de dire sur le Japon, qui est important quand même. D'accord. Et donc, nécessairement, vouloir avoir une variation positive de la production nationale, dans le cas des planches à billets, va nécessairement entraîner une augmentation de la masse monétaire en circulation. Et cette augmentation va elle aussi entraîner un taux d'inflation, voilà, qui sera d'abord optimal, ensuite galopant, et puis au-dessus même du taux galopant. Alors le problème, j'ai dit l'hyperinflation. Alors le problème du Japon est que, en pareille occasion, en matière de politique économique et financière, il faut alors augmenter les taux d'intérêt, puisque la Banque centrale, pour mettre sur pied la planche à billets, avait baissé ses taux d'intérêt, les taux directeurs. Donc il faut les augmenter pour que la population aille recourir à l'épargne. Le cas du Japon, on est passé de l'hyperinflation à une inflation galopante avant de venir à l'inflation optimale. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Okay. Ça a baissé jusqu'à atteindre une déflation. C'est-à-dire qu'ils sont partis en dessous de 0%, à un taux inférieur à 0, donc un taux d'inflation négatif. Et en pareille occasion, c'est la population qui s'en réjouit, parce que les prix de tout ce qu'on peut vendre sur le marché ces prix baissent énormément. Alors, malheureusement, c'est une situation qui perdure, où les pays qui ont ce genre de difficultés, ces pays-là peuvent y rester pendant 5-10 ans. Et ça a été le cas du Japon. Okay. Ils se rattrapaient à l'étranger, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, les prix des marchandises étaient vraiment n'étaient pas importants. Et donc, en pareille situation, ce sont les entreprises qui perdent. Et certaines même ont dû fermer leurs portes, voilà, parce qu'elles vendaient beaucoup à perte. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Japon a réussi à se redresser. Mais ce n'est pas pour autant que le taux, ce déficit dette sur PIB qui a entraîné un déficit,
ne soit pas supérieur à plus de 250%. Mais je crois qu'ils vont s'en tirer. Naturellement, d'accord. Donc on avance sur la question en parlant de ceux qui s'endettent. On avait dit, est-ce les États, est-ce les ménages, est-ce les agents à besoin de financement Mais tout le monde s'endette. Même vous-même qui êtes sur le plateau, vous vous endettez aussi. Sûr. Le fait même d'aller voir quelqu'un et de lui dire j'ai besoin d'un peu d'argent que je vais vous rembourser le lendemain ou dans un mois, ben, c'est un endettement. Donc on peut s'endetter auprès d'une personne physique, comme on peut s'endetter auprès d'une personne morale, et notamment les banques et établissements financiers. Et les pays aussi s'endettent. Et on s'endette quand on a des difficultés financières. On s'endette aussi, même si on n'a pas de difficultés financières, quand on veut par exemple réaliser un investissement et qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour le réaliser, on s'endette. Et puis, vers qui en fait? Oui, je le disais tantôt que vous pouvez vous endetter auprès d'une autre personne physique en tant que personne physique ou alors auprès d'une institution financière. Pour vous, comme pour moi, c'est des institutions financières nationales, c'est-à-dire les banques. Mais pour l'État, pour les pays, c'est auprès d'institutions financières internationales. Mais les banques nationales ne sont pas exclues. Parce que la dette, elle peut être intérieure comme elle peut être extérieure. On se demande après pourquoi cette course à l'endettement dans le monde. Est-ce pour la promotion de l'investissement, par exemple? Oui, je prends le cas d'un pays, parce que c'est le cas des pays qui nous intéressent ici. Et il y a j'allais dire, deux cas de figure. Soit dans le cadre de vos relations financières, c'est-à-dire en matière de gestion de votre politique économique et financière. Si vous réalisez des valeurs ajoutées, aussi bien au niveau du secteur primaire, secondaire et tertiaire, et si ces valeurs ajoutées sont largement positives, il va de soi que vous ayez certainement le capital nécessaire pour pouvoir réaliser vos objectifs. Pour plus de précision, lorsque vous avez une fonction de production ou bien une variation de votre production nationale et que vous voulez avoir dans le cadre de cette production un avantage, c'est-à-dire vous voulez réaliser un peu plus, vous voulez vous enrichir. Et comme je le disais tantôt, il y a deux cas de figure. Soit vous obtenez le capital à partir de vous-même. En économie, on parlera du solde du commerce extérieur. Ou alors vous vous endettez. Lorsque vous estimez que le solde de votre commerce extérieur n'est pas suffisant pour réaliser tous vos objectifs en matière de développement. Et voilà pourquoi est-ce qu'on s'endette. Donc le premier cas de figure va vous amener vers les institutions financières qui relèvent souvent de votre pays ou alors qui relèvent de l'étranger. Généralement, les pays vont auprès de la Banque mondiale. Ça, c'est lorsqu'on veut réaliser des routes, des hôpitaux, des ponts, voilà, etc., etc. Ou alors auprès du Fonds monétaire international, lorsque vous avez des difficultés en matière de balance des paiements. Le constat qu'on a fait, c'est qu'aucun pays ne fonctionne sans dette. C'est inévitable. Oui, je pense que la dette, à mon sens, c'est le moteur du développement. D'accord. Voilà, cela ne veut pas dire que vous devez vous endetter absolument quand vous avez les fonds nécessaires pour pouvoir gérer au mieux vos activités économiques et financières. Et la dette, donc, vous permet de mettre sur pied des investissements. Et comme je l'avais dit au début de notre émission, ces investissements vont vous amener à réaliser le plein emploi des facteurs de production. Ici, on parlera certainement de consommation. Voilà, et tout ce qui est consommation, ce sont les salaires et autres.
Et tout ça, c'est du fait de la dette. La dette aussi, par ricochet, va vous permettre, à partir des investissements, de réaliser un solde du commerce extérieur positif. Et vous voyez là qu'on va vers une variation positive de la production nationale. Cette variation positive de la production nationale met effectivement l'accent sur la richesse nationale. Quand vous avez un taux de croissance de 5, 6, 7, 8, 9, 10% et au-delà, c'est que le pays devient riche. Et logiquement, la population devrait aussi en profiter. Et voilà pourquoi on s'endette. Vous en parlez, ça tombe bien parce qu'on va toujours dans cette même lancée. Vous avez dit, d'abord c'est pour promouvoir l'investissement. Mais dans ce cas échéant, à quoi doit-on s'attendre au niveau de la production? Vous étiez en train d'en parler, mais on met un accent ponctuel là-dessus. Oui, au niveau de la production, quand on parle d'investissement, ça je viens de le dire, c'est de s'attendre à une variation positive de la production. De la production. Voilà, donc un pays qui s'attend à cette variation positive de la production est un pays qui nécessairement s'enrichit. Et cet enrichissement qui est d'ailleurs licite, c'est-à-dire correct et très coordonné, a un impact positif sur la population elle-même. Parce qu'un pays ne s'enrichit pas seulement pour lui, mais il s'enrichit pour la population. Bien sûr. Vous avez dit à l'instant que la dette est le moteur du développement, si je paraphrase ce que vous avez dit. Est-ce que l'endettement a un impact au positif, que ce soit positif ou négatif, sur le budget de l'État? Oui, oui, j'avais dit que l'endettement est le moteur du développement. C'est vrai, ça je l'ai dit, mais à condition que vous gérez cet endettement de la manière la plus cohérente qui soit. Comment? Et il faut avoir des politiques économiques et financières sûres. Il faut avoir des objectifs que vous voulez véritablement atteindre. Et puis, il faut surveiller votre endettement pour ne pas que certains effets sous-jacents que vous n'attendiez pas viennent vous contraindre à prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre. Celle de vous arrêter en si bon chemin, alors que vous êtes endetté pour des objectifs bien précis. Et là, vous êtes en train de poser la question sur l'impact sur le budget de l'État. Oui. Lorsqu'on s'endette, par exemple, généralement, le pays peut s'endetter sur le plan intérieur et même sur le plan extérieur aussi. Et s'endetter sur le plan extérieur, cela peut avoir un double avantage. D'abord, vous avez des devises qui rentrent dans le pays et qui ont pour objectif de mettre l'accent sur la solidité de votre monnaie, donc sur la valeur externe de votre monnaie. Or, plus une monnaie est solide, et ça veut dire que votre développement sera lui aussi solide. Et si, dans la même perspective, vous avez eu un solde courant de votre balance de paiement largement positif, et que vous avez eu une deuxième ligne assez éloquente aussi, et cela veut dire que vous allez avoir un solde monétaire largement négatif, c'est-à-dire un bon solde. Et donc, lorsque vous vous endettez, vous pouvez vous endetter, par exemple, c'est vrai pour des investissements, mais il y a certains aussi qui s'endettent pour niveler, même si cela n'est pas indiqué, le budget de l'État. Mais généralement, l'endettement va avoir des implications assez logiques sur des réalisations et même sur la consommation. Et qui parle des réalisations et consommation, qui parle de solde du commerce extérieur, parle aussi d'imposition de la part de l'État. Voilà, cette imposition, ces taux que l'État va imposer sur les nombreux investissements qui relèvent par exemple de l'endettement. Parce que ça, c'est l'objectif de l'endettement. Et ces différents taux qui vont aller jusqu'à la consommation, soit du commerce extérieur, et permettront au budget de l'État d'être encore un peu plus solide. Donc, un impact positif. Tout à fait. L'impact est positif sur le budget de l'État. Et puis vous savez que dans le budget de l'État, il y a deux parties.
il y a une partie recettes et puis il y a une partie dépenses. Et au niveau des recettes, il y a les recettes fiscales et non fiscales. Et même il y a les emprunts, par exemple, que l'État obtient, qui font partie des recettes de l'État. Voilà comment est-ce que ça agit sur le budget. Mais il y a aussi le volet investissement. Mais on ne peut qu'investir que si on a bien voulu s'endetter. C'est vrai qu'on peut investir à partir de ce que vous avez de ce que vous avez réalisé comme avantage en matière économique et financière. Mais l'un dans l'autre, que ce soit au niveau des recettes ou des dépenses, il faut dire que l'endettement joue un rôle tout à fait positif. Sur le plan international, c'est quoi le seuil en termes on parle toujours du taux d'endettement, peut-être en Afrique et puis dans le monde de manière générale? Mais c'est d'une manière générale. Et ce qui compte d'une manière générale compte aussi sur le plan international. Si vous voulez vraiment gérer au mieux vos activités économiques et financières. Lorsque vous allez dans une banque, je pense que vous avez déjà cherché à obtenir un prêt pour réaliser un investissement. Ça peut même être un prêt relatif à la consommation. C'est-à-dire acheter une voiture, acheter un réfrigérateur, etc., etc. Alors, voilà ce que font les banquiers. Le prêt que vous obtenez ne doit pas dépasser un tiers de votre revenu. Okay. Et lorsqu'il dépasse un tiers de votre revenu, c'est que ce n'est plus un prêt qui est normal. Parce qu'on suppose qu'au-delà d'un tiers, vous ne pouvez pas vivre. Mais c'est un peu la même chose pour un pays. Logiquement, un pays ne devrait pas s'endetter au-delà d'un certain seuil. Et il devrait faire en sorte même si on permet très souvent au pays d'aller un peu plus loin, mais pour un pays qui est à mon sens rationnel et rigoureux, le seuil ne devrait pas dépasser un tiers de ses revenus. Mais aujourd'hui, il y a des taux d'endettement qu'on développe dans chaque pays, et même au niveau international. Je prends par exemple l'UEMOA, le taux d'endettement ne devrait pas dépasser 70% du PIB. C'est-à-dire que vous pouvez vous endetter à hauteur de 70%. Mais en Afrique, il y a des pays qui atteignent ce taux-là, 70% du PIB, de leur PIB justement. Ah oui, il y a des pays qui vont jusqu'à 75% du PIB. Mais lorsque vous êtes à ce niveau, c'est que vous êtes en train de prendre un virage qui est très dangereux. Dans le surendettement. Voilà, tout à fait, pour aller vers le surendettement. Parce qu'à un moment donné, il va arriver, à un moment donné, vous serez tellement endetté que vous n'allez pas être capable de rembourser ce que vous devez. Ce sera un endettement tout azimut. Or, cet endettement tout azimut répond à un surendettement. Et le surendettement, c'est le fait que vous n'ayez plus les capacités réelles requises pour pouvoir payer votre dette. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'endettement? Oui, il y a plusieurs types d'endettement. D'accord, lesquels? Il y a l'endettement, par exemple, public. Ok. Et il y a l'endettement privé. Et je prends le cas, par exemple, de l'endettement public. C'est aller auprès des institutions internationales, ou auprès des institutions aussi nationales, pour pouvoir réaliser vos objectifs de développement. Et parce qu'un pays, quel qu'il soit, a des objectifs de développement. Et c'est un développement économique et financier, social, je dirais même aussi politique. Et donc, tout ce que je viens de citer là devrait vous permettre d'aller vers des institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, pour pouvoir obtenir des prêts en vue d'amorcer véritablement votre développement.
Est-ce qu'on doit comprendre que l'endettement aussi externe et interne? Tout à fait. Que ce soit public ou privé, et ce endettement peut être à la fois interne ou externe. Expliquez-nous un peu. Et c'est ce que je suis en train de dire. Quand je dis que vous pouvez vous endetter auprès de vos institutions financières internes, mais c'est bel et bien vos banques. Lorsque vous, vous allez vers des bons, vers la vente de vos bons et obligations du Trésor, qui relèvent de la seconde ligne de votre balance de paiement, lorsque la première présente des difficultés majeures, même si elle ne présente pas des difficultés, c'est une politique économique et financière qui doit vous amener à renforcer le solde monétaire de votre balance de paiement. Alors donc, lorsque vous vous endettez sur le plan intérieur, c'est bel et bien pour renforcer ce solde-là. Mais vous pouvez vous endetter aussi sur le plan extérieur. Et ça, c'est une dette externe. Et la dette externe, c'est celle qu'on obtient, au lieu de me répéter, auprès d'institutions financières internationales. Et je l'ai même dit au début de mon intervention, que cette dette extérieure, ou alors qu'on réalise sur le plan externe, devrait logiquement vous permettre, en tant que pays, de renforcer vos aptitudes en matière de développement économique et financier. Maintenant, sur le plan interne, tout dépend de vos revenus sur investissement. Tout dépend du solde primaire de votre balance de paiement. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu obtenir au niveau des secteurs primaires, secondaires et tertiaires en termes de valeur ajoutée. Alors, si vous avez déjà tous ces fonds, à quoi bon aller auprès des banques ou alors auprès d'institutions internationales pour vous endetter? Est-ce qu'un pays peut alterner quand même ces deux types d'endettement par moment en interne, après en externe, en fonction de... Généralement, c'est ce que les pays font. C'est-à-dire que on peut alterner. C'est ce qui est bon même d'ailleurs. Mais pour pouvoir alterner, il faut bien que, au niveau interne, vous ayez la capacité réelle de le faire. Il faudrait que la variation d'abord de votre production nationale soit positive. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous réalisez un taux de croissance macroéconomique assez important. Et c'est vrai que cela va permettre aux recettes de l'État de devenir encore un peu plus importantes, mais cela va vous permettre aussi, en tant qu'État, de réaliser vos objectifs en matière de développement. On met l'accent sur l'endettement interne. Certains parlent de budget sûr. Comment on procède dans ce cas précis? Oui. Il y a certains, par exemple, qui estiment que pour pouvoir réaliser leur budget, il faudrait que les recettes budgétaires ne proviennent pas de l'extérieur. Ne proviennent pas d'un autre pays, ne proviennent pas d'un endettement. Il faudrait que les recettes budgétaires proviennent de vos réalisations propres, c'est-à-dire de vos recettes fiscales et non fiscales. Il ne faudrait pas que vous alliez ailleurs pour pouvoir vous endetter. Et même si vous devez aller ailleurs, vous devez être dans la droite ligne du déficit budgétaire, qui généralement ne devrait pas dépasser 3%. Donc, lorsque vous êtes dans ce cas de figure-là, et vous êtes, j'allais dire, dans le cas d'un budget qui est sûr. Et parce que si vous devez vous adresser à l'étranger, à l'extérieur, ce que certains pays craignent, c'est de tomber dans le surendettement et de ne pas être capable de gérer au mieux les activités économiques et financières. Mais à ce niveau, il y a un problème. C'est-à-dire, si vous devez travailler tout juste avec ce que vous gagnez, c'est un peu comme si vous aviez un salaire, par exemple, d'1 million de francs CFA. Et vous êtes un jeune fonctionnaire, ou alors vous travaillez peut-être il y a au moins 1 ou 2 ans, et puis il vous faut une maison. Voilà. Et la maison coûte peut-être
60 millions de francs CFA, et vous dites que je ne veux pas m'endetter parce que je ne voudrais pas courir le risque d'un surendettement. Alors, est-ce que je vais épargner et en fonction de mon épargne, je vais réaliser mon investissement, c'est-à-dire avoir une maison. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour avoir les 60 millions, certainement, sur le moment où vous allez partir à la retraite, que vous allez les avoir. Alors, s'il faut réaliser une maison au moment où vous allez partir à la retraite, ben, qu'est-ce que vous gagnez réellement? La maison, c'est le bien-être social. Au lieu d'aller louer une maison, au lieu de privilégier la location, il aurait été souhaitable que vous privilégiez un bien qui soit propre pour vous. Et je pense que le bien-être social est à ce prix. Et vous allez voir une banque, et la banque va vous prêter de l'argent que vous allez rembourser en ne dépensant même pas le tiers de ce que vous gagnez. Et vous pourrez alors vivre avec ce que vous avez. Alors c'est un peu ça. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir des budgets sûrs, d'abord le budget des personnels, mais au niveau des États, c'est la même chose. Un État s'engage dans beaucoup de choses. C'est le bien-être social de sa population. Et le bien-être social de sa population, ce sont des routes, ce sont des hôpitaux, ce sont des universités, disons l'éducation. C'est beaucoup de choses qui intéressent la population. Alors si vous n'avez pas des fonds requis, si vous n'avez pas un budget sûr, c'est-à-dire si vous n'avez pas la capacité financière requise pour développer tout ça, tout ce que je viens de dire, vous êtes dans l'obligation de vous endetter. Sinon, vous n'allez pratiquement rien réaliser. Sinon, ce que vous allez réaliser certainement dans 5 ans, si chez vous, les élections se font tous les 4 ou 5 ans, ce que vous allez réaliser ne sera pas du tout à la hauteur de ce que le peuple attend de vous. Et ça ne sera pas aussi à la hauteur du bien-être social que tout le monde attend de vous. C'est pourquoi les pays préfèrent s'endetter. Mais il faut bien s'endetter aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'on ne tombe pas dans le surendettement. On comprend qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients en se basant sur les budgets sûrs. Oui, sur les budgets sûrs, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Il n'y a même pas d'inconvénients, en fait. On peut dire l'inconvénient, c'est que vous n'arrivez pas à réaliser tous vos objectifs. Dans le temps. Dans le temps. Ben, on dirait aussi que vous allez réaliser des objectifs sûrs. Mais est-ce que ces objectifs vont réellement participer à votre bien-être social? C'est un peu ça au niveau d'un pays. Au niveau d'une personne, bon, on fait ce genre de raisonnement. Mais au niveau d'un pays, est-ce qu'on arrivera à réaliser tout ce qu'il faut pour le bonheur de sa population? On va mettre un accent sur les pays africains. Certains, effectivement, plusieurs pays africains sont endettés, justement, des emprunts externes. Quels sont les avantages, également les inconvénients de ces emprunts externes? Oui, plusieurs pays africains se sont endettés. Et certains même, c'est au lendemain de nos indépendances. Et ces pays, malheureusement, ont rencontré beaucoup de difficultés. Parce que nombreux sont les pays qui ont compté sur les recettes d'exportation. Pour la plupart de ces pays, ce sont des recettes d'exportation qui dépendent très souvent d'un produit, quelquefois de produits. Mais avec la loi de l'offre et de la demande, avec la mévente de leurs produits, ces pays ne sont plus arrivés, sinon n'arrivaient plus à rembourser ce qu'ils ont pris comme crédit pour pouvoir développer leurs différents États. Et donc ces pays-là ont été obligés d'être tout à fait au bord de la pauvreté. L'éducation n'était plus démise. Au niveau de certaines classes, mais c'est vrai que dans les écoles primaires déjà, ce sont des classes où il y avait beaucoup trop d'élèves. On ne pouvait plus construire de nouvelles classes pour les élèves. Et l'université aussi à ce niveau, les étudiants n'arrivaient plus à continuer leur université. Et quand je dis à continuer l'université, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire il n'y avait plus des salles, des classes, il n'y avait plus
d'amphithéâtres qui pourraient correspondre au nombre croissant d'étudiants chaque année. En fait, c'est tous les secteurs de l'économie qui étaient plus ou moins en berne. Et donc voilà un peu ce que l'endettement a créé au niveau de beaucoup de pays en voie de développement. Certains pays même, je ne dirais pas, ont réussi à s'en tirer, c'est-à-dire leur dette a baissé quand la communauté financière internationale a bien voulu se séparer de cette dette-là, pour permettre à ces pays-là d'aller un peu de l'avant. Monsieur Nozon, dites-nous, est-ce qu'il est bon de s'endetter? Oui, il est bon de s'endetter. Et je pense que la dette n'est pas toujours une mauvaise chose. Ce n'est même pas une mauvaise chose, à mon sens. Et la seule chose qu'il faut éviter, c'est le surendettement. C'est-à-dire qu'il faut s'endetter selon ses capacités de remboursement. Et lorsque vous allez au-delà, alors la dette devient une mauvaise chose. Alors je disais tantôt qu'il est bon de s'endetter, que ce soit un individu ou un pays. Et je l'ai déjà dit, l'individu ne peut réaliser ses ambitions sociales, c'est-à-dire avoir un bon logement, ça je l'ai dit déjà, et avoir une voiture pour pouvoir aller au travail, participer au bien-être social, que si cet individu s'endette dans le temps. Alors, s'endetter ne veut pas dire ne pas avoir des revenus sur investissement. Parce qu'il faudrait que cette dette aussi prenne fin un jour. Sinon, vous allez vous endetter jusqu'à ce que votre retraite arrive si vous travaillez quelque part. Ou alors vous allez vous endetter jusqu'à ce que vous n'ayez plus la capacité physique nécessaire de faire quoi que ce soit. Et c'est bien la même chose pour un pays. Un pays s'endette d'abord pour s'enrichir. Et s'il s'endette, c'est pour réaliser cet objectif d'intérêt général. Et s'il s'endette, c'est parce qu'il n'a pas les capacités réelles, individuelles, d'atteindre tous ces objectifs qu'il veut atteindre. Donc il est bon de s'endetter. Vous dites qu'il est bon de s'endetter, mais il y a quand même quelques aspects qui doivent être pris en compte de manière méticuleuse pour ne pas justement succomber ou tomber dans le surendettement, naturellement. Oui, mais là, il faut voir un peu la santé financière de vos activités ou alors du pays. Si vous estimez que au niveau des investissements, il y a des difficultés à avoir les investissements qu'il nous faut. Si les investissements deviennent un peu plus chers que d'habitude, mais il va sans dire que vous devez prendre d'autres dispositions. Faire en sorte que vous ayez des investissements qui sont à la hauteur de vos objectifs économiques et financiers, mais pas des investissements nécessairement chers. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si vous devez investir et que en investissant, vous n'allez pas atteindre, vous n'allez pas vers le plein emploi, bien au contraire, vous avez une consommation en baisse, compte tenu du fait que vous n'arrivez pas à réaliser ce qu'il vous faut pour pouvoir développer cette consommation, mais il vaut mieux ne pas investir. Il vaut mieux attendre le moment opportun pour investir. Et si l'investissement ne devrait pas permettre au sort de votre commerce extérieur d'être positif, mais s'il entraîne plutôt des effets pervers, mais il vaut mieux attendre le moment opportun pour pouvoir investir. Et puis en pareille circonstance, je pense qu'il faut développer des aptitudes internes, voir un peu quelles sont les recettes que vous pouvez amorcer dans tel ou tel domaine, parce que ce sont en fait les recettes qui vous permettent de réaliser vos objectifs d'intérêt général. Alors, Monsieur Nozon, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de la gestion de la dette dans le monde? On va parler des pays en voie de développement, des pays asiatiques, justement en voie de développement des pays africains. Mais on l'a dit au début de notre entretien. Vous voyez que la dette
dans le monde va en s'augmentant. Voilà, va en s'augmentant. On a même donné les taux d'endettement, on a donné les chiffres, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Et on a comme l'impression que tous les États du monde dépendent de l'endettement. C'est vrai, c'est l'un des moyens les plus sûrs pour pouvoir réaliser ses activités économiques et financières. Mais c'est aussi l'un des moyens les plus difficiles quand vous allez vers l'endettement. Quand vous avez un taux d'endettement qui soit largement supérieur à votre PIB, il va sans dire que vous allez vers un gouffre qui ne dit pas son nom. Ce qu'il vous faut donc faire, c'est faire vos réalisations en fonction d'objectifs corrects, d'objectifs sains. Il faut des investissements qui soient productifs. Dès que l'investissement est productif, il vaut mieux ne pas s'y engager. Voilà un peu ce que je peux dire à propos des investissements, à propos de la dette surtout. Et puis il faut voir aussi, quand on s'endette, il faut voir le taux de croissance macroéconomique. Les deux devraient aller de pair. Lorsque le taux de croissance augmente très fortement, c'est qu'on peut envisager rembourser aussi sa dette. Mais lorsque vous constatez que le taux baisse de manière très forte et que vous vous endettez à une hauteur vertigineuse, il va sans dire que cette dette-là ne vous sera pas profitable. Vous avez parlé d'un gouffre, mais ce gouffre, les pays africains s'y trouvent et s'y enfoncent. Qu'est-ce qui ne va pas à leur niveau? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché justement? Ben, je dirais tout simplement que c'est une gestion optimale de la politique économique et financière. Et lorsque vous essayez de voir les différents secteurs macroéconomiques, notamment primaire, secondaire et tertiaire, il y a beaucoup d'insuffisances. On l'a dit au début de notre entretien. Donc, je crois que c'était dans un entretien précédent où on disait que notre agriculture n'était pas modernisée. Effectivement. Voilà, c'était des cultures qu'on faisait d'une manière archaïque. Le secteur secondaire n'était pas développé. Le secteur tertiaire allait à la traîne. Mais quand vous avez ce genre de mots, il vous est difficile de développer votre pays. Et lorsque vous vous endettez, il vous est difficile aussi de rembourser votre endettement. Je crois que c'est le cas des pays africains. Est-ce qu'il peut promouvoir l'investissement, on va dire, le financement interne? Oui, interne, mais il faudrait que ces pays-là essaient de développer tous ces secteurs dont je viens de parler. Oui, les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, d'une manière tout à fait sûre. Il faudrait que ces pays essaient de mécaniser leur agriculture, par exemple. Il faudrait que ces pays essaient de développer une industrialisation. Il faudrait que ces pays-là essaient de développer le secteur tertiaire et que ces pays ne dépendent plus seulement d'un produit d'exportation, mais de plusieurs produits d'exportation. C'est à ce prix-là, je pense que l'Afrique pourra s'en tirer. On se souvient bien en période de pandémie de coronavirus, cette pandémie a fauché plusieurs pays. Est-ce qu'elle n'a pas été pour quelque chose dans l'endettement accru de certains pays? Ah oui, mais ça s'est passé il y a seulement quelques années. Mais bien avant ça, l'Afrique avait déjà des difficultés en matière de gestion de sa politique économique et financière. L'Afrique s'endettait aussi bien que, comme tous les pays du monde d'ailleurs. Mais notre endettement ne nous a pas réussi. Les autres en ont profité, ils ont développé tous les secteurs macroéconomiques. Mais nous, on n'a pas pu justement arriver à développer ce qu'on devrait développer. Et ça a été difficile pour l'Afrique. Et c'est pourquoi le monde économique et financier, les institutions économiques et financières internationales ont dû supprimer une bonne partie, sinon la totalité des dettes des pays africains pour que ces pays-là cherchent à amorcer un développement, sinon leur développement. Comparativement aux pays asiatiques, on a parlé de la Chine, du Japon, qui ont un taux assez énorme, mais qui arrivent quand même à tenir sur le plan économique. Qu'est-ce qui fait leur force, comparativement justement aux les pays asiatiques, il y a aussi des pays dirigistes au niveau de ces pays asiatiques. Là-bas, ils privilégient l'épargne sur le plan intérieur.
Comment? Vous allez même voir, par exemple, la Chine. Leur dette extérieure s'élève à un peu plus de 11 000 milliards de dollars, alors que les États-Unis sont à plus de 35 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que sur le plan intérieur, ils ont beaucoup de fonds. C'est un peu comme ça que de nombreux pays asiatiques se comportent. Donc la dette intérieure réussit beaucoup à ces pays. Et puisque la dette intérieure réussit beaucoup à ces pays, ils vont de moins en moins sur le marché extérieur. C'est d'ailleurs eux qui sont à l'origine de l'achat des bons et obligations du Trésor des États-Unis d'Amérique, par exemple. La Chine est un exemple assez important. Pensez-vous que l'Afrique pourra, elle également, s'en sortir, même s'il y a un taux assez important? Il y a deux choses. Il y a d'abord une volonté politique. Okay. C'est-à-dire, on prend une décision, on dit qu'on veut s'élever, on veut se développer à tel ou tel niveau, par exemple. Et on veut développer notre secteur primaire, on veut développer notre secteur secondaire, on veut développer notre secteur tertiaire. Mais ce qu'il faudrait d'abord faire, et je l'ai dit, c'est l'éducation. Les pays asiatiques ont mis l'accent sur l'éducation. Et les pays africains devaient faire la même chose. Et quand vous allez dans des pays asiatiques et que vous allez dans une école primaire, secondaire ou une université, vous allez constater que ce sont des écoles qui sont prêtes au rendez-vous, comme dirait l'autre, du donner du recevoir, au rendez-vous du savoir. Et ils ont toutes les aptitudes nécessaires pour développer ce savoir-là. Ce qui n'est pas le cas au niveau des pays africains. Nos écoles ne sont pas encore en très bon état. Et si elles sont en très bon état, elles accueillent très peu d'élèves. Donc la plupart vont dans des écoles qui ne sont pas susceptibles de leur donner le bon enseignement. Mais tant qu'on n'aura pas le bon enseignement, tant qu'on n'aura pas la bonne matière grise, sinon la matière grise, il nous sera difficile de nous développer. D'accord. On va terminer avec les conseils de l'expert, surtout en matière de politique, de croissance monétaire et d'équilibre budgétaire. Qu'est-ce que vous conseillez? D'abord, lorsqu'on prend une balance de paiement, les pays africains devraient faire en sorte que leur balance de paiement soit viable. Okay. C'est-à-dire que le solde primaire soit excédentaire et qu'ils aient un solde monétaire négatif. Ça veut dire que les pays africains devaient avoir une bonne politique monétaire. Si vous n'avez pas une bonne politique monétaire, il vous sera difficile de vous développer. Et les pays africains, dans le cadre de cette politique monétaire, devraient respecter ce qu'il faut en matière de gestion de la monnaie. Et lorsque vous ne respectez pas la gestion de la monnaie, il va sans dire que votre balance de paiement ne sera pas viable. Et puis, les autres aspects économiques et financiers, notamment le secteur primaire, secondaire et tertiaire, les pays africains devraient, tout comme les pays asiatiques, moderniser tous ces secteurs de l'économie. Et une fois modernisés, je pense que les pays africains pourront, à mon sens, avancer véritablement un développement. Mais si tous ces secteurs doivent rester en l'état, et puis pour la plupart déficitaires, il nous sera difficile de nous développer. Merci bien, M. Nozon Faustin, pour cet éclairage sur la question de l'endettement. On va se dire à très bientôt dans une autre émission de gestion de l'économie mondiale. Merci, madame. Je vous en prie. Alors à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.